Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Après une succession d'agressions entre jeunes ces dernières semaines, nombreux se demandent si nous ne sommes pas en train de vivre une hausse de la violence, voire même le fameux ensauvagement si cher à Gérald Darmanin. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Sensibiliser les élèves à la situation des réfugiés, c'est l'idée du programme Interact. On en parle avec sa chargée de projet dans la seconde partie de cette émission. Enfin, vous retrouvez Malika Ménard dans Sonia Descolliers. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse du groupe Madame Monsieur, c'est Émilie Satt. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume Buin. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, une nouvelle rixe entre jeunes à Évry, c'était hier soir en Essonne. Effectivement, bilan, un mineur de 17 ans grièvement blessé. Les secours ont été appelés pour venir en aide à un adolescent qui avait plusieurs plaies à l'arme blanche. Un couteau a notamment été retrouvé, son pronostic vital n'est plus engagé. Sur place, un autre jeune de 18 ans a tenté de fuir avant d'être interpellé par la police. Placé en garde à vue, une enquête est ouverte. Alors sur le sujet des violences, justement, invité de RMC ce matin, Jordan Bardella se veut extrêmement ferme. On nous propose donc des stages de responsabilité pour les parents et on demande aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance. Jusqu'à 45 000 euros d'amende. D'accord, payez donc avec l'argent des allocations familiales. C'est donc la double peine pour les Français. Moi, je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Deuxièmement, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Vous vous en prenez à l'intégrité physique d'un citoyen ou d'une citoyenne française, vous dormez en prison. 100 jours après son entrée à Matignon, Gabriel Attal veut adresser un message d'autorité. Il se rendra demain à Viry-Châtillon. Une ville qui a été marquée, il est bon de le rappeler, après la mort de Chemseddine, 15 ans passé à Tabat devant son collège. L'annonce en a été faite par Prisca Thévenot à l'issue du Conseil des ministres. Une France forte, c'est aussi celle qui rappelle que l'autorité doit s'appliquer partout, pour tous. Je tiens à vous annoncer que le Premier ministre Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon pour détailler un plan d'action bien précis sur cet enjeu qui est attendu de tous dans la continuité de notre action depuis 2017. Et nous allons suivre bien évidemment ce déplacement, nous en parlerons demain soir. Bilan positif pour le pacte enseignant, dispositif de rémunération de missions complémentaires qui repose sur le volontariat des enseignants, des CPE ou des psychologues. Mise en place depuis la rentrée dernière, les premiers éléments du bilan montrent un succès pour lequel l'adhésion des agents s'établit en moyenne à 30%. C'était l'objectif fixé par le gouvernement. Les missions sont quantifiées en heures ou de manière forfaitaire avec une priorité donnée pour les remplacements de courte durée dans le second degré. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse avait consacré plus de 700 millions d'euros à ce pacte cette année avec un gain annuel moyen brut de 2408 euros par enseignant adhérent. La répartition s'établit ainsi. Près de 255 000 enseignants adhérents à ce pacte, dont 66% dans le secondaire. En moyenne, 70% de ces enseignants sont des femmes. Et concernant les missions, en premier, le remplacement de courte durée, c'est la mission la plus mobilisée, de près de 2 millions d'heures. Il y a également le dispositif Devoirs faits ou encore les suivis de stages de réussite et le dispositif École ouverte. Le dispositif Mon soutien psy qui avait été lancé par le gouvernement pendant la crise du Covid va être relancé à partir du mois de juin, mais il va y avoir du changement, Guillaume. Effectivement, l'annonce a été faite par Mathieu Mocor. Il est délégué interministériel à la jeunesse lors d'un déplacement à Lille. C'était hier, c'était chez nos confrères de France Bleu Nord. Ce qu'on va mettre en place à partir du mois de juin, c'est un accès facilité aux consultations de psychologues pour tous les jeunes qui en ont besoin. Très concrètement, ils vont désormais pouvoir avoir accès, sans passer par le médecin traitant, directement à 12 sessions de psy gratuites, évidemment pour les jeunes qui le souhaitent. Et pour que le dispositif fonctionne, on a décidé de revaloriser pour les psychologues volontaires dans la participation au dispositif la consultation qui va passer pour eux de 30 à 50 euros, ce qui est une revalorisation substantielle. L'objectif étant qu'on ait le maximum de psychologues qui soient dans le dispositif pour que les jeunes qui en ont besoin puissent y avoir accès très rapidement et le plus proche possible de chez eux.
Alors, de l'aveu même du gouvernement, le dispositif tel qu'il existait jusqu'à présent ne fonctionnait pas suffisamment bien, notamment en raison du nombre trop faible de psychologues qui l'avaient rejoint. Seuls 3000 étaient inscrits dans ce dispositif. Avec la revalorisation, le gouvernement espère doubler ce chiffre. À Nice, désormais, une audience est tenue devant le tribunal administratif après un recours déposé par le collège Avicenne afin d'annuler la décision préfectorale de faire fermer l'établissement à la rentrée prochaine. Et l'établissement a reconnu des erreurs dans sa comptabilité, mais dénonce un acharnement. Élèves et parents étaient présents au tribunal pour cet établissement privé musulman hors contrat. Mi-mars, le préfet des Alpes-Maritimes avait ordonné la fermeture en fin d'année scolaire de ce collège ouvert en 2015 sans remettre en cause la qualité des enseignants, mais en dénonçant des financements opaques et des irrégularités financières manifestes. Sachez que le tribunal va rendre sa décision, ce sera en fin de semaine. J-100 avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, de nouveaux billets sont en vente. Et c'est votre dernière chance pour assister à ces Jeux Olympiques cet été à Paris. 250 000 billets sont donc disponibles depuis déjà ce matin. À quel prix et pour y voir quoi? Je vous propose d'écouter la réponse de la ministre en charge de ces Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra. C'était sur France Info. On a 50% des billets à 100 € ou moins. Et on a même 20 000 billets à 24 €. On aura les 31 sports qui vont être y compris proposés. Les finales de natation première semaine et d'athlée deuxième semaine. Et de nos plus grands champions, des matchs extraordinaires. On va avoir, y compris en basket, en foot, des choses absolument géniales avec des matchs de poule qui sont extrêmement prometteurs. Et en même temps, en effet, un accès à différentes phases finales. Guillaume, vous nous emmenez à Dubaï où en 24 heures, il est tombé plus de 2 ans de pluie. Effectivement, et les images spectaculaires parlent d'elles-mêmes. Regardez, rien qu'au niveau de l'aéroport, l'un des plus fréquentés, ce sont 160 litres d'eau mètre carré qui sont tombés en quelques heures dans ce pays. Pourtant désertique, certaines régions des Émirats ont enregistré plus de 80 mm de précipitations en 24 heures, se rapprochant à la moyenne annuelle. D'importants centres commerciaux ont également été inondés, tout comme les routes, les stations de métro. De fait, les écoles sont tout simplement fermées et le gouvernement en a prolongé le télétravail. Merci Guillaume pour ces infos. Shannon, Samara, Shemseddine, des noms qui résonnent comme ceux de trop nombreuses victimes d'agressions ces dernières semaines en France, déchaînant par la même occasion cette idée d'une hausse des violences en France. Mais est-ce vraiment le cas? Comment comprendre ce climat anxieux aujourd'hui et bien sûr ces drames? Que disent-ils de la société dans laquelle nos jeunes évoluent? On en parle tout de suite avec nos invités. En l'espace d'une semaine, 4 adolescents ont été violemment agressés aux abords de leurs établissements scolaires. Samara, 13 ans, rouée de coups par 3 mineurs le 2 avril devant son collège à Montpellier. Le lendemain, à Tours, une adolescente de 14 ans a été passée à tabac dans un guet-apens organisé juste derrière son école par des camarades qui ont filmé la scène. Shemseddine, 15 ans, lui a succombé à ses blessures après avoir été lynché le 4 avril dernier à la sortie de son collège. C'était à Viry-Châtillon. Hier soir, un jeune garçon de 17 ans poignardé lors d'une rixe à Évry-Courcouronnes. Je peux également parler de la mort de Shannon le 27 mars dernier suite au viol qu'elle a subi par 2 jeunes de 18 et 19 ans. Malheureusement, les violences s'accumulent, les faits sont terribles. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Virginie Lanlot, députée Renaissance. Bonjour. Bonjour. Amélie Bokobza, bonjour. Psychologue clinicienne, docteur en psychologie. Je viens de lister, le terme n'est pas très joli, mais en tout cas d'évoquer ces faits dramatiques de violence, d'agression, mais aussi de meurtre. Le constat face à cette succession de violences, évidemment, est clair. Le gouvernement veut afficher une certaine fermeté. Il parle de retour à l'ordre partout, une nécessité, je cite, de sursaut, de mesures extrêmement fortes. Est-ce que c'est un vocabulaire d'action face à une impuissance manifeste selon vous, Madame la députée? Déjà, pour commencer, je voudrais adresser toutes mes pensées en direction des familles de ces jeunes adolescents. Car quand on assiste à ce type de drame et quand on est soi-même maman, on pense aussi à ses enfants et ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Et donc, c'est vraiment mes premières pensées en direction des familles de ces jeunes.
Ce qui est une certitude, et on y pense beaucoup, c'est le fait qu'on constate qu'effectivement, on a une hausse de la violence, et j'ai envie de revenir un petit peu en arrière. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, le fait qu'ils se retrouvent quelque part en déshérence pour un certain nombre d'entre eux, sans cadrage, sans limite. Pas forcément du fait des parents, mais je pense qu'on est dans un tournant et qui vient beaucoup, et je l'analyse pour en avoir échangé aussi avec des lycéens que j'ai rencontrés juste avant de venir vous voir, à la sortie du Covid, où beaucoup de jeunes ont été enfermés pendant un certain temps, faisant lycée dodo, dodo lycée, comme ils disent eux-mêmes, et la seule porte de sortie, ou en tous les cas le seul regard sur le monde, était au travers des réseaux sociaux. Et qu'on s'est aperçu que les réseaux sociaux avaient joué un rôle considérable, caché par l'écran, sur des échanges qui allaient de plus en plus vers la violence et inciter à la violence. On va y venir justement à toutes ces raisons-là, à l'explication effectivement de cette hausse de violence, à l'imputation effectivement de la faute aussi aux réseaux sociaux et à toutes sortes, à cette société qui effectivement devient de plus en plus violente. Mais la question déjà, c'est de savoir si elle devient de plus en plus violente. Et j'aimerais votre avis, Amélie Boukobza, ou est-ce que finalement c'est plutôt, j'allais dire, les signalements qui sont de plus en plus importants, les signalements de violence aujourd'hui? Non, je crois qu'il y a une vraie hausse de la violence. Alors, déjà, moi, j'aimerais juste faire un petit pas en arrière et distinguer l'agressivité de la violence. Il y a une agressivité qui est universelle chez toutes les espèces, qui est de l'ordre de l'instinct de survie, qui est de l'ordre des pulsions de survie, qui sert vraiment à défendre sa peau, y compris en frappant, en attaquant, etc., en se débattant, etc., etc. Et par ailleurs, il y a la violence. La violence, c'est vraiment ce qui touche à l'intégrité, à la dignité, à la personne. C'est ce qui porte atteinte à la personne et à l'humain véritablement, qui laisse des traces. Il est clair que dans la société actuelle dans laquelle on vit et dans laquelle j'exerce, en cabinet, je reçois aussi beaucoup de jeunes, enfants, adolescents et parents évidemment. Il y a non seulement une montée de l'agressivité, aussi du fait des modes de vie de plus en plus stressants, du fait des écrans et pas nécessairement que du contenu de ce qu'il y a sur les écrans, des écrans eux-mêmes si vous voulez, mais il y a en effet une augmentation de la violence et des actes de violence. Clairement, il y a moins d'interdits symboliques de la violence et ça on le constate partout, hein. Il n'y a qu'à voir les situations que vous venez de... À l'instar de Virginie Narlot, vous pensez que le Covid a joué beaucoup justement dans cette hausse de la violence que vous percevez aujourd'hui ? Oui, en effet. Alors, en tout cas, je ne sais pas si ça a joué dans la hausse de la violence. En tout cas, il est clair que on a vu un avant et un après. On a vu en tout cas plus d'agressivité. Alors, vous voyez, j'utiliserai davantage ce terme-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui travaille la société en amont, si vous voulez, en amont du Covid, en fait. Il y a quand même quelque chose qui travaille la société, qui fait qu'il y a moins d'ordre symbolique, donc moins d'interdits symboliques de la violence. On reçoit, vous savez, beaucoup en cabinet des enfants qui ont ce qu'on appelle des pathologies du manque de limites. Ils sont moins bien limités. Donc il y a quand même quelque chose qui est là et qui augmente de ce côté-là. Et les réseaux sociaux, et là je rejoins tout à fait Madame Lanlot, les réseaux sociaux ont une grande part à jouer là-dedans. Vous vous rappelez forcément de cette fameuse phrase de Gérald Darmanin où vous parlez d'ensauvagement de la société. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, Madame la députée ? Alors, je ne dirais pas forcément de l'ensauvagement en tant que tel, mais ce que je perçois pour avoir été en fonction sur le domaine de l'éducation en tant qu'adjointe au maire pendant 15 ans et maintenant à l'Assemblée nationale, c'est que, effectivement, et je suis complètement d'accord avec notre psychologue, c'est que il y a un manque de limites. On a l'impression qu'il y a les jeunes sont désinhibés et ils le font au travers d'actes qui sont de plus en plus violents, pensant qu'il y a zéro impunité en fait et qu'il n'y aura pas de punition derrière. Donc il va nous appartenir collectivement, en ce compris les parents, et on peut comprendre que des parents soient dépassés. On peut avoir des parents, et c'est pour ça que je ne veux pas faire du tout de procès d'intention, on peut avoir des parents qui gèrent leurs enfants, éduquent leurs enfants tout à fait correctement, mais ne sont pas maîtres des fréquentations de leurs enfants à l'extérieur du domicile. Et c'est ça toute la difficulté. Et
au travers des réseaux sociaux, les parents n'arrivent pas à savoir avec qui leurs enfants sont en contact. Donc c'est ça, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une proposition de loi qui a été adoptée sur l'espace numérique, justement pour punir tout ce qui est autour du cyberharcèlement et tous ces sujets-là. Et l'objectif prochain sera plus d'anonymat, oui au pseudonymat et non à l'anonymat, c'est-à-dire qu'on peut garder le pseudonyme, mais si on voit que le compte est en agressivité et attise la violence, l'objectif c'est de pouvoir l'arrêter dans son action. Et il y a aussi de la part des réseaux sociaux et des plateformes une responsabilité à prendre pour stopper ces comptes, parce que c'est quelque chose de tellement immatériel et d'insaisissable, et on voit qu'on a beaucoup de jeunes qui sont sur ces réseaux et qui se laissent prendre comme un effet de meute. Et on l'a vu au niveau des émeutes qu'on a eues en juillet. Effectivement, il y a eu le décès de Naël et qui a été absolument un drame. Il y a pas de sujet là-dessus. Donc il y a eu une première montée là-dessus, mais tous les faits de violence, il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir il y a quelques jours là-dessus sur ces émeutes pour voir quelles en étaient la cause, et on s'est aperçu que c'était qu'un prétexte, Naël, pour certains, voire certains n'avaient pas idée de ce qui s'était passé. Vous faites allusion à l'Assemblée nationale à l'instant. Est-ce que aussi cette violence dont on parle, et on va décrypter de savoir si vraiment il y a une hausse ou s'il n'y a pas une constance, si c'est pas encore une fois, un phénomène de signalisation qui est bien plus important qu'avant. Mais quand on parle de l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aussi cette hausse de violence n'est pas l'illustration de ce qui se passe aussi à l'Assemblée? Pardon, mais je veux dire, les enfants, les jeunes reproduisent aussi ce que font leurs parents. On a quand même vu de certaines altercations, pour ne pas dire des rixes presque, au sein de l'Assemblée. Alors effectivement, on est dans une Assemblée qui est un petit peu compliquée. L'idée... Quand on la regarde dans sa diversité, du RN au LFI, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et notamment, si on veut parler un peu politique, du côté des LFI, on le voit aujourd'hui qu'on a des personnes en face de nous qui sont dans l'agressivité permanente, qui sont irrespectueux de l'Assemblée nationale et des institutions, et qui font par ailleurs monter, de par leur action et leurs propos, l'antisémitisme en France, qui amène aussi à la violence. Moi, j'ai accompagné une jeune fille qui m'a contactée suite à mon intervention à l'Assemblée nationale au mois de septembre sur le harcèlement. J'ai été contactée par une jeune fille qui était harcelée parce que juive. Et c'est pas un cas isolé, on en a beaucoup. Donc on a une vraie peur de par les propos qui sont tenus, par le fait qu'à aujourd'hui on a la chance d'être en France, dans un pays qui est une terre d'accueil. Certes, il faut accueillir bien et mieux accompagner, sans aucun doute, mais la France s'est construite en étant une terre d'accueil, toute communauté confondue. Et je pense que là, on est à un cap où ce respect-là n'existe plus, et notamment par une partie de l'échiquier politique qui attise, à mon sens, cette violence et ce qui peut se passer, et ça fait partie de cette montée de violence. Ce sujet, effectivement, de l'antisémitisme est bien évidemment très important, mais je parlais évidemment de la forme, là, et de la projection. Amélie Bokobza, est-ce qu'il y a un effet miroir, justement, de la jeunesse par rapport à ce qu'il voit aussi aujourd'hui dans l'échiquier politique et dans la société dans son ensemble ? Oui, j'allais dire dans la société dans son ensemble. Bien sûr que l'échiquier politique n'est finalement aussi que le reflet de la société dans son ensemble. Et oui, il y a un effet miroir dans la mesure où tout ça passe quand même par l'éducation des parents, de l'école, de la société, mais aussi l'exemplarité des parents, des adultes de manière générale. Donc aussi, évidemment, dans l'échiquier politique, ça me paraît assez clair. C'est le bout de l'échelle, si vous voulez, c'est le reflet de tout ça, en effet. Le reflet de tout ça, donc... l'idée que les réseaux sociaux, j'insiste là-dessus, en tout cas Internet de manière générale, les réseaux sociaux servent de catalyseur, si vous voulez, parce que les enfants, de manière générale, l'être humain de manière générale a besoin d'identification, communautaire, a besoin d'un support collectif à son identité. Chez les enfants, c'est vital. Évidemment que chez les tout-petits, ça se fait dans l'identification aux parents et aux adultes référents. Chez les ados, ça se fait davantage par identification aux copains, aux copines. Et c'est quand même aussi ce qu'on voit. Donc Madame Lanlot parlait d'effets de meute sur les réseaux sociaux. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et on voit que c'est un catalyseur et que ça fait tout exploser. Effectivement, parlons-en des réseaux sociaux sur l'affaire, le cas de ce jeune garçon Shemseddine assassiné pour un crime d'honneur, on l'appelle comme ça. Cela rappelle évidemment la tragédie de la petite Sheina à Creil. Qu'est-ce que veut dire ces crimes, de la mentalité aussi des jeunes aujourd'hui, Virginie Lanlot, dans cette société qui se dit effectivement, où les parents le disent, hein, je crois que les chiffres, c'est 71% des parents sont extrêmement inquiets de la sécurité pour leurs enfants aujourd'hui, et les jeunes eux-mêmes s'inquiètent à leur arrivée au sein de l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement. On est là face à ce que je vous disais, on est un pays d'accueil qui s'est construit de par ses diverses communautés, et aujourd'hui, jusqu'à un certain temps, il n'y avait pas de problématique entre les différentes communautés qui composent notre pays. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la montée du communautarisme. Soyons très clairs. Là, on est sur une montée du communautarisme avec ce jeune qui a été assassiné parce qu'il entretenait une relation avec la sœur de celui qui a présumé, qui a porté, puisqu'on va dire présumé, hein, il n'est pas encore jugé, donc on va garder la présomption d'innocence. C'est pourquoi il est mort. Donc, ce qui veut dire que même on n'arrive plus à être soi, on n'arrive plus à avoir une relation normale. Il faut faire attention à toutes les relations que l'on a, et on est sur une montée du communautarisme, et qui est aussi attisé par un certain nombre d'extrémismes qui font monter ça. Et donc, c'est tout le sujet de savoir comment est-ce qu'on lutte contre ça, déjà au sein de notre école, évidemment. Donc il y a un besoin de remettre vraiment l'autorité, et puis de faire comprendre, et on le fait dès le plus jeune âge, que la vie en collectivité, elle se fait par l'acceptation et par le respect de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais ça, ils l'entendent, pardon de vous couper, mais depuis tout petit. On l'entend, oui. Le problème dont vous parlez, de remettre de l'autorité là où effectivement certains vivent ces drames absolus, la plupart des Français sont évidemment outrés, très choqués de ce qui s'est passé. Je veux dire, tout le monde est très choqué de cette affaire Shemseddine. Ah ben, oui, est-ce que vous pensez que l'autorité va résorber ce problème ? Déjà, il ne faut pas aller chercher vraiment à la base, réellement. Elle se fait aussi au niveau de l'éducation, au niveau des parents. Le fait d'aller travailler au plus près de l'ensemble des communautés qui sont sur notre territoire. Et ce que je regrette d'ailleurs, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on met toujours en avant ces drames, et c'est évident, il faut, de par les mettre en avant, honorer aussi ces jeunes et avoir ces pensées pour ces familles, mais il faut aussi arriver à mettre en avant tous ces jeunes qui sont engagés par ailleurs et qui font des actions solidaires, qui travaillent dans leur communauté, qui font du lien social, qui accompagnent leurs propres frères, sœurs. Et ça, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les médias. Et je pense qu'au travers des réseaux sociaux, où déjà il n'y a potentiellement pas de limite, je pense qu'aussi les médias ont peut-être aussi la responsabilité de ne pas mettre suffisamment en avant tout ce qui est positif, et notamment au travers de ces jeunes qui s'engagent au quotidien pour justement éviter ce type de drame. Mais il faut effectivement trouver les sanctions et les peines en adéquation avec ce drame qui a lieu. On va en parler, parce que la ministre Nicole Belloubet a proposé une série de mesures, effectivement, en tout cas a réfléchi à une série de mesures de confiscation de téléphone, etc. Mais ça, on va y venir dans quelques instants. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'idée, effectivement, de l'impact des réseaux sociaux sur cette violence dont on parle. Si on prend le cas de l'agression à Tours, Amélie Vaucobza, encore une fois, on parlait de réputation à l'instant dans l'affaire de Shemseddine, sur le crime d'honneur. L'agression à Tours, la scène a été entièrement filmée par deux des agresseuses présumées, encore une fois, retransmise quasiment en simultané sur les réseaux sociaux. La phrase, c'est « on tape ». Et toi, tu filmes. Ça, est-ce que c'est vraiment complètement nouveau? On appelle ça du happy slapping maintenant. Oui, c'est nouveau. Ça fait partie des choses nouvelles, y compris cette montée de la violence chez les jeunes femmes. C'est quand même assez récent.
Je veux dire, jusque-là, il y avait des cas de garçons. Là, on a des filles aussi qui en viennent à ces mêmes attaques. Il y a... Je reviens aussi sur ce que vous disiez un peu en arrière. Il y a des identifications aux idéaux imaginaires de leur communauté, le crime d'honneur, la défense de la loi de Dieu. On entend quand même beaucoup ces choses-là sur le terrain. C'est-à-dire que dans les identifications communautaires classiques, dans lesquelles c'est pas nécessairement religieux, il y a aujourd'hui aussi des identifications ethniques et religieuses qui poussent à des actes de cet ordre-là, de cette violence-là, si vous voulez, alors que, quand même, dans le fondement de nos sociétés, la religion a pour objet de réguler l'agressivité, de l'empêcher de basculer vers la violence. Est-ce que dans votre cabinet ou ailleurs, vous entendez parler des jeunes est-ce que vous entendez, des jeunes parler des problématiques de réputation ? Bien sûr. Bien sûr, des problématiques de réputation, du poids de l'honneur de la famille porté par les filles qui sont quand même clairement sous le regard d'une communauté et qui ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent. Alors dès lors qu'elles rentrent dans le quartier, elles ont une conformité à tenir, si vous voulez. Donc oui, ça on l'entend tout le temps. La montée du communautarisme, je le constate quand même sur le terrain. Là, vous me parlez de réputation, mais on ne constate pas que des choses de l'ordre de la réputation. Non, les enquêtes d'identitarisme qui sont extrêmement fortes. De retrait, si vous voulez, quand même, des valeurs communes de notre nation. Selon les enquêtes qui ont été menées pendant plus d'1 an et demi auprès de plusieurs établissements, collèges, lycées, mais aussi primaires, eh bien, la sociologue Margot Dehages souligne un phénomène assez nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des violences physiques dans le primaire, mais qui décroissent ensuite au collège, mais en revanche au profit, malheureusement aussi, de violences verbales, psychologiques et de violences sexuelles. Analyse la chercheuse. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses que l'on voit apparaître au sein des lycées, d'où les programmes d'ailleurs qui sont liés au harcèlement, effectivement, et cyberharcèlement, mais qui sont liés. Virginie Lanlot. Tout ça est lié. Il y a un fil rouge, évidemment, et on le voit bien en primaire, où le programme phare a été développé notamment pour éviter une montée en puissance du harcèlement et pour essayer de le circonscrire. Mais pour le coup, il y a encore évidemment du travail à faire. Les paroles se libèrent. Et là où je rejoins, c'est qu'effectivement, il y a une hausse de la violence chez les filles qui se fait entendre. Et on le voit bien, la jeune Samira qui a été agressée parce que pas habillée dans les codes, avec aussi un changement de discours de la maman qui, au départ, a dit qu'effectivement, elle avait été agressée parce que elle ne répondait pas au code et elle ne correspondait pas au code, et elle a un petit peu changé de discours en disant qu'elle faisait bien ses prières, etc. Ça, on l'a pas beaucoup relevé, mais on l'a dit. Il y a eu un changement de discours. L'enquête n'est pas effectivement très claire, et on saura davantage de choses, parce que j'ai lu aussi d'autres problèmes sur, encore une fois, cette notion de réputation qui n'aurait rien à voir effectivement avec la tenue. La nécessité pour la réputation, c'est aussi d'apprendre dès le plus jeune âge à nos enfants, à nos jeunes, à gérer les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la réputation qui passe beaucoup aussi par les réseaux sociaux et par la diffusion d'images, c'est de ne pas se mettre en situation d'être harcelé derrière, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, de faire attention aux propos qu'on tient, aux propos qu'on écrit, à faire du discernement et à faire de la critique sur les informations aussi, les fake news et autres qui peuvent circuler. Et ça démarre à l'école et dès le plus jeune âge. Alors malheureusement, on n'a plus assez de temps pour continuer cette question, ce débat qui est vraiment très intéressant, mais je vous propose, une fois que la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, aura clairement énoncé ces mesures pour justement pallier ce problème de la violence, des violences à la fois à l'école et
aux alentours effectivement des établissements scolaires, qu'on refasse un débat ensemble, en tout cas une discussion ensemble, si vous le voulez bien, aussi Amélie Boukobza. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie. Merci de votre présence sur le Grand JT. Et Virginie Lanlot, merci également, députée Renaissance, d'avoir été avec nous pour parler de cette situation dramatique des violences aujourd'hui chez les jeunes. Merci beaucoup Amélie d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Rayéane Mamadjedje. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chargée de projet éducation au sein de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le fameux HCR. C'est un programme très intéressant, Interact, que vous gérez aujourd'hui. Plusieurs formats, si je puis dire, de ce programme Interact. Un rendez-vous pour les élèves qui s'appelle Interact Day. Ça se passe à la fois de la 3e, c'est pour tout le lycée, 3e, seconde, première, terminale. Et c'est un programme de sensibilisation. C'est ça. Alors, le programme Interact a 2 volets. Le programme Interact Day, donc celui dont vous venez de mentionner, qui est à destination de 3e ainsi que de lycéens. Et donc, pendant une après-midi, ces élèves sont réunis sous un chapiteau et assistent à une conférence où des intervenants réfugiés participent. Donc déjà, dans un premier temps, il y a en général un intervenant, un artiste réfugié qui va réaliser une performance. Et ensuite, une discussion animée par une journaliste ou un journaliste autour d'une thématique prédéfinie. Et à la fin, les élèves ont la possibilité de poser des questions aux intervenants. Vous êtes rendu compte de la nécessité absolue de pouvoir discuter justement avec les jeunes, les collégiens et lycéens sur ce qu'est un réfugié. L'image était assez brouillée, pas claire, ou en tout cas, ils avaient besoin d'informations sur ce sujet. Voilà, c'est ça. Effectivement, on entend beaucoup parler de réfugiés, de migration, de demandeurs d'asile, mais on a observé que ces notions étaient, ces mots sont assez flous
pour les collégiens et les lycéens. Et on a souhaité mettre en place ce projet pour permettre la rencontre entre élèves et personnes réfugiées, mais également pour partager la bonne information, puisque lors de notre programme, on revient sur des définitions, sur les chiffres. On revient également sur quels sont les pays qui accueillent le plus les personnes réfugiées, d'où proviennent le plus les personnes réfugiées. Donc ça permet aux élèves d'avoir une information vraie et de pouvoir ensuite se forger leur opinion. Alors je vous la pose justement la question, quel est le pays ou quels sont les pays qui accueillent le plus de réfugiés? Alors le pays qui accueille le plus de réfugiés est la Turquie, donc qui accueille en grosse majorité des réfugiés syriens et aussi des réfugiés afghans. Et du coup, lorsque nous on intervient en classe, donc on pose cette question aux élèves et les élèves en majorité pensent que la France est l'un des pays qui accueille le plus des personnes réfugiées, ou alors l'Angleterre, ou bien les États-Unis, le Canada. Et donc le programme Interact, ça nous donne un moyen de rétablir la vraie information à ce sujet. La vraie information, puis peut-être les clichés aussi, les mauvaises idées qu'on peut se faire aussi sur les réfugiés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus qui reviennent très souvent de la part des jeunes sur la façon dont il faut voir le statut de réfugié? Parfois, les élèves se demandent pourquoi est-ce que les personnes traversent la Méditerranée. Parfois, les élèves se demandent aussi pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une demande d'asile directement dans leur pays plutôt que de la faire directement en France. Et voilà, notre but, c'est d'expliquer que lorsque on est face à des conditions où sa vie est menacée directement, eh bien, on peut pas malheureusement faire une demande dans son pays et on est obligé de partir et et puis d'un autre côté, les élèves rencontrent également des personnes réfugiées et du coup écoutent leur histoire. Ça leur permet de rencontrer une personne, d'écouter l'histoire d'une personne et ils sont confrontés à la réalité des choses et pas que à des chiffres qu'ils peuvent entendre tous les jours dans les médias. Et aussi peut-être effectivement, modifier leur regard bien entendu, mais peut-être aussi motiver leur engagement aussi en tant que lycéen. On peut faire des choses pour aider les autres. Oui, c'est ça, on peut faire des choses. Donc nous, on les encourage à partager la bonne information, à également essayer de participer à des collectes si c'est possible. Bien évidemment, on ne demande pas aux lycéens de financer des actions, mais rien que de partager la bonne information, c'est déjà super. Les Jeux Olympiques et Paralympiques arrivent, évidemment. C'est l'occasion aussi de parler d'inclusion, de combativité, de performance, mais aussi cette idée, effectivement, d'égalité et d'accueil de tous. Est-ce que vous profitez de cet événement mondial, mais qui se passe ici aujourd'hui en France, pour pouvoir organiser des discussions autour du sport et des réfugiés? Oui. On soutient l'équipe des réfugiés qui participera aux Jeux Olympiques. On essaye également de mettre en place différents projets autour du sport et de l'importance du sport pour l'inclusion et l'intégration des personnes réfugiées. On travaille avec pas mal d'associations en France qui interviennent auprès de personnes réfugiées dans le domaine du sport. On essaye aussi de soutenir et de mettre en lumière des formidables actions qui sont mises en place par différentes associations pour favoriser l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées. Alors, il y a eu le 5 avril, à la veille de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, des élèves de l'institution François Lassise, Nicolas Barré, des sportifs réfugiés qui ont pu échanger lors d'un colloque que vous avez mis en place, un colloque Interact, organisé donc par le HCR toujours, et la coopération internationale. C'était à Monaco. Comment ça s'est passé, ces rencontres ? En 2021, on avait été contacté par le gouvernement monégasque pour mettre en place notre projet Interact Tour dans un collège. Suite au succès de cette journée, ils nous ont demandé d'intervenir dans le cadre de la journée internationale le 6 avril au sujet de la paix au service, le sport au service du développement et de la paix. Voilà, c'est ça.
Et donc, dans un premier temps, on a eu une chef de cuisine, une femme réfugiée originaire du Sénégal qui a cuisiné un repas, qui a intégré donc l'équipe de restauration de la cantine scolaire et qui a cuisiné un repas originaire de son pays pour tous les élèves demi-pensionnaires de cet institut. Et puis ensuite, on a eu effectivement cette conférence qui réunissait 3 personnes, un coach sportif, une footballeuse qui était dans l'équipe nationale d'Afghanistan et un autre coach sportif qui ont échangé autour du sport. Donc l'échange était animé par une journaliste et puis voilà, ensuite il y a eu des questions et des réponses de la part d'élèves. Le Monaco est, je crois, le premier donateur, il me semble, sur le plan financier par habitant, donc le premier donateur du HCR. Alors, je n'ai pas cette information. Ah d'accord, très bien. Mais moi, c'est ce que j'avais effectivement dans mes fiches. Mais je crois que depuis 2020, c'est le cas. Les élèves, en tout cas, qui sont passés à la rencontre, étaient à la rencontre de ces intervenants-là, étaient très réceptifs et ont eu envie d'échanger davantage encore. Oui, on a eu à la fin de la conférence, on a eu pas mal d'élèves qui ont été posés des questions directement aux intervenants ou alors qui leur ont donné des mots d'encouragement. Et ces mots d'encouragement, voilà, ça revient. On a souvent, après les interventions, lorsque les personnes elles partagent leurs témoignages, on a souvent des élèves qui sont extrêmement touchés par le parcours des personnes, par les propos des intervenants réfugiés, et donc qui, à la suite, vont les prendre dans leurs bras ou partagent des mots d'encouragement tels que « vous êtes un héros, bravo, vous félicite » ou « ici c'est chez vous ». Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire d'une personne qui intervient très souvent avec nous et qui, à la suite d'une de ses interventions, a été très touchée par les mots d'un élève qui lui disait voilà, ici c'est chez vous, sentez-vous bien, on vous accueille avec plaisir, et qui à la suite de cela a décidé de monter sa propre association pour aider d'autres personnes réfugiées. C'est le réfugié en question ou l'élève qui a été poussé avec ses parents? La personne réfugiée en question. D'accord. Et l'élève, du coup, participe, effectivement, est au courant de cette information? Alors, je ne pense pas, puisque... Il faudrait peut-être lui dire. On le retrouve. Il faut peut-être partir à la rencontre, parce que ces jeunes-là que vous rencontrez, forcément, c'est aussi de là que naît leurs premiers engagements, après, dans la vie citoyenne. Oui, oui. C'est aussi cela, ces valeurs que vous pouvez véhiculer lors de ces rencontres. Tout à fait, tout à fait. Et oui, je vous en prie. D'ailleurs, on a souvent un intervenant qui rappelle, voilà, aux élèves que ils sont les décisionnaires du futur. Donc, et c'est pour cela que pour lui, c'est très important de partager aussi son parcours devant les futurs décisionnaires. Ce fameux programme Interact Tour, comment se déroule-t-il? Alors, c'est un programme qui a été créé en 2017 par le HCR France. C'est un programme donc, qui permet à des personnes réfugiées de rencontrer des élèves et qui se déroule de la façon suivante. Donc, il y a 3 temps. Donc, nous allons dans des établissements scolaires, principalement des collèges, où il y a 3 temps forts. Le matin, ce sont des ateliers de témoignages où les personnes donc, réfugiées partagent une partie de leur histoire. En amont, nous, le HCR, on revient un peu sur l'état des déplacements forcés dans le monde avec des définitions, des chiffres, du concret. Le midi, il y a un chef réfugié qui cuisine un repas originaire de son pays. Dernièrement, on a eu une chef qui a cuisiné un repas sénégalais. Prochainement, on aura une chef qui va cuisiner un repas syrien. Et l'après-midi, ce sont des activités un peu plus thématiques où des intervenants réfugiés initient les élèves à leur savoir-faire. Par exemple, prochainement, on aura un atelier beatbox. On a déjà eu des ateliers street art, chant, danse, origami, couture. C'est extrêmement varié. Et nous, à côté, le HCR, on anime un atelier autour d'une vidéo en réalité virtuelle qui plaît beaucoup aux élèves. Et donc, une vidéo dans laquelle on voit quoi? On voit le quotidien d'une jeune fille qui vit dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et donc, les élèves peuvent suivre le déroulé de sa journée.
Et donc le programme Interact, à ce jour, on a plus de 17 000 élèves qui ont participé un peu partout en France. Et à Monaco également. Et pour cela, on travaille avec de nombreux partenaires, que ce soit par exemple le département du Calvados, le département du Lot-et-Garonne, et puis d'autres structures qui nous aident à identifier les intervenants réfugiés. Merci beaucoup Ryan Mamadjedje d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes chargé de projet éducation pour le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et ce programme dont on vient de parler, donc Interact, en 2 volets différents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On va retrouver Malika Maynard dans son écolier, et cette semaine, son invitée est la chanteuse du groupe Madame Monsieur, c'est Émilie Satt. Aujourd'hui, tu es chanteuse, mais est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Oui, je voulais être paléontologue. D'accord. Égyptologue aussi, enfin, tous ces trucs de découvreur, en fait, d'un monde révolu. Et t'as pas poussé la chose? Et non, parce que j'étais nulle en maths et qu'on m'a dit il faut être bon en maths pour faire ça. Je voulais être pilote de chasse, pareil. Il faut être bon en maths et il faut avoir de bons yeux. Et moi, je vois rien là. Tu vois, par exemple, je te vois pas. J'ai pas mes lunettes, je te vois pas. Mais non, je plaisante. Mais oui, il y a plein de métiers qui sont limités par le fait d'être bon ou pas en maths. Et c'est vrai que tous ceux qui t'intéressaient, c'était. Il y en avait pas mal. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie un peu d'une tradition de faire le tri entre les élèves qui ont des capacités de travail très importantes. Un enfant qui est très bon en maths, souvent c'est un travailleur. Il est, je sais pas, peut-être que c'est considéré comme un enfant plus travailleur et donc c'est un peu sélectif, pareil pour faire médecine. Alors ça m'a jamais fait rêver, mais c'est pareil, il faut être bon en maths pour faire médecine. Enfin, Et du coup, la musique, elle arrive à quel moment dans ta vie? Elle arrive très tôt parce que il y en a toujours eu chez moi. Mon père jouait du piano, ma mère chantait. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le dis au passé, ils le font toujours. Mais en tout cas, ils m'ont transmis l'amour des chansons et j'ai commencé à en écrire très jeune, je pense vers 12 ans. Et ça m'a suivi. Qui t'ont servi, ces chansons que tu as écrites à 10 ou 12 ans? Pas celle-là, non. Mais elles m'ont fait comprendre que j'arrivais à projeter dans un temps de chanson et dans une structure de chanson, une émotion, et ça me plaisait comme exercice. C'est une manière d'écrire bien particulière. Oui, ouais. Et à 10-12 ans, quand même, d'être déjà capable... Ouais, je dirais, c'était 12 ans, peut-être. Et tu les as encore? Ouais, je m'en souviens, ouais. Et la première, je crois que c'est quand ma grand-mère est décédée, j'ai écrit une chanson sur ce que ça me faisait, en fait. Et c'est comme ça que je vois encore aujourd'hui les chansons, c'est comment transformer une émotion qui submerge. Ma manière à moi de les évacuer, c'est de les transformer. Et aujourd'hui, le support, c'est la chanson. Donc, c'était le cas pour Merci, par exemple. Tu écris? Oui. Et à ce moment-là, tu joues d'un instrument à 12 ans? Je jouais un peu de piano. Avec ton papa, du coup? Oui, c'est du bricolage, hein, mais j'arrivais à plaquer des accords pour pouvoir imaginer une mélodie dessus. Et aujourd'hui, c'est Jean-Carl, donc mon mari, qui fait toutes les productions musicales et qui compose avec moi. À quel moment tu te dis, je vais faire de la musique mon métier? Je dirais que j'ai toujours su que c'était mon métier. Et même quand tu rêvais d'être paléontologue? Oui, j'ai toujours su que si je voulais le faire, ce serait mon métier. C'était comme une certitude. Un truc là, sûr. Mais je suis quand même disciplinée, donc j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, j'ai fait une école de commerce. Parce que l'idée, c'était de dire dans ma famille, si tu veux faire un métier un peu hors du commun et quand même des bases, ça t'empêche pas de faire ce que t'aimes à côté en attendant. Mais ils étaient OK, tes parents, pour que tu partes dans la musique? Oui, mais ils m'ont quand même dit, fais des études généralistes au cas où. Et ils ont eu raison, parce que si je m'étais lancée à 18 ans, j'aurais pas fait les mêmes chansons, je serais pas la même artiste. Donc tu te lances à quel âge finalement? Donc je me lance vraiment, je dirais 2-3 ans après la fin de mes études, parce que j'ai quitté le travail pour lequel j'avais été embauchée. T'as été embauchée? Super boulot. C'était quoi?
C'était Business Development Manager dans une entreprise qui fait des coffrets cadeaux, Smartbox. D'accord. Et j'ai développé Smartbox en Allemagne, en fait, l'entreprise et le réseau, et j'ai créé les coffrets cadeaux pour l'Allemagne. Donc c'est pas mal, hein? Oui, c'était super. Et avec mon équipe et tout, c'était trop bien. J'ai tout fait de A à Z, jusqu'au jour où mon patron de l'époque m'a dit maintenant que ça marche depuis la France, tu vas t'installer à Munich avec ton équipe. Et sauf que j'avais ma musique en parallèle. Donc j'ai eu à ce moment-là, tu vivais à Paris? Je vivais à Paris. Et j'ai eu ce que j'appelle un Y. Tu sais, parfois, tu as un Y dans ta vie où tu sais que tu es sur un seul embranchement et puis tu en as deux qui vont pas dans la même direction. Et donc, j'ai choisi d'aller vers la musique, en accord avec mon patron de l'époque, qui m'encourageait. Et puis après, j'ai plus fait que de la musique. Voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Émilie Sade pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a un sujet, moi, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le growth mindset, donc l'état d'esprit. On va en parler, ça. Et allons-y tout de suite, alors. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais on va traduire, là encore. Alors, on dit état d'esprit de croissance ou état d'esprit de développement. Parce que mindset, c'est l'état d'esprit, growth, c'est lié de quelque chose qui grandit. Voilà. Grandir. Et en fait, c'est quelque chose qui a été théorisé par la psychologue Carol Dweck, qui est aux États-Unis, qui travaille à Stanford et qui a travaillé sur le sujet pendant 30 ans. Et elle s'est dit, quelle est la différence entre un enfant qui, devant un exercice de mathématiques, se dit « chouette, je vais pouvoir m'éclater à résoudre ce problème », et l'enfant qui dit « je n'y arriverai jamais ». Eh bien, c'est l'état d'esprit. Oh. Et quand on se dit qu'on va pouvoir y arriver, que l'intelligence n'est pas quelque chose de figé, qu'on apprend de ses erreurs, qu'en étant persévérant, on va pouvoir réussir, eh bien, on y arrive beaucoup plus que quand on a un état d'esprit fixe. Et c'est vrai qu'en France, pareil, on a à peu près 60% des élèves qui pensent que l'intelligence, c'est génétique. Donc il suffit d'avoir entendu papa et maman qui disent « Ah, c'est inné. Moi aussi, j'étais nul dans cette matière. » Et ben, l'enfant, il se dit « Bon, en fait, mes parents étaient nuls, donc moi aussi, je suis nul, c'est normal. » Et on s'autorise. Voilà, et on s'autorise à être nul. On s'autorise à être nul. Le 13 mars, la Chambre des représentants américaine a adopté une proposition de loi demandant au réseau social de rompre ses liens avec la Chine. À Bruxelles, la Commission européenne mène une enquête pour vérifier si le réseau social respecte bien les textes juridiques. Quel est votre point de vue sur ce réseau social qui est très utilisé, on le sait, par les jeunes notamment ? Moi, ce qui m'a beaucoup gêné sur TikTok, c'est que l'utilisation de TikTok en Chine est complètement différente à ce qu'on a, nous, en Occident. Donc ils ont un outil qui est interdit. Alors les jeunes n'ont pas le droit de l'utiliser entre 22h et 6h. Ils ont des pauses numériques. Et c'est du contenu surtout très éducatif, un peu au mode YouTube, où on n'est pas sur du contenu très rapide à 30 secondes, on swipe. Et au bout de 3 heures de vision, on ne se rappelle même plus de ce qu'on a vu. On est sur des choses beaucoup plus éducatives, beaucoup plus longues. Et qui ne sont pas aussi dangereuses que ce qu'on a, nous, aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, c'était un chiffre qui m'a vraiment effrayé il y a un an. C'était une étude qui était parue il y a un an, du Parisien. 1 jeune sur 6 en France pense que la Terre est plate. Alors, pour moi, on en est... c'est le summum de penser que la Terre est plate. Hein. Mais c'est 1 sur 3 qui regardent TikTok quotidiennement. Ça veut dire qu'on voit bien factuellement, avec ce chiffre-là, qu'il y a un abrutissement de la jeunesse. Donc TikTok, pour vous, c'est aussi une intrusion, une manipulation d'un pays tiers par le biais d'une plateforme numérique. Quand je parlais tout à l'heure dans ma question, effectivement, des liens avec la Chine, ce que recherche notamment la Commission européenne et la Chambre des représentants aux États-Unis. Comment on pourrait définir cette plateforme ? Est-ce que vous y voyez aussi, vous aussi, un moyen de manipuler les nouvelles générations ? On l'appelle le cheval de Troie de la Chine. Et puis, il y avait un docteur en neurosciences qui avait interviewé un grand représentant chinois qui lui posait la question en lui disant « Pourquoi vous avez une version qui n'est pas utilisée, enfin, pourquoi notre version utilisée en Occident n'est pas utilisée en Chine ?» Et sa réponse est « Notre jeunesse est notre avenir et on ne veut pas l'abrutir. » Ça, c'est des choses qui sont terribles. On a des chiffres qui commencent à démontrer qu'il y a un abrutissement de la population et ce chiffre
la Terre est plate est vraiment factuel et terrible. Et le problème, c'est que les Américains commencent à agir, parce que c'est un cheval de Troie qui aussi pompe énormément de data. Et c'est une boîte noire, on ne sait même pas à qui appartient TikTok, enfin, c'est des actionnariats. Donc les Américains sont les premiers à agir, ils essayent de casser ça. Mais en Occident, en Europe, on est dans la réaction est très lente et on n'a toujours pas bougé. Il aurait fallu l'interdire pour moi depuis bien longtemps. George Wilson, quelle est la singularité, quel est le point important? Pourquoi vous soutenez l'Académie des langues? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? L'Académie des langues, c'est un projet qui est innovateur, mais aussi très très riche, parce qu'en fait, c'est une ancienne école construite par Gustav Eiffel. Et ils invitent des gens de milieux défavorisés, des élèves de milieux défavorisés, pour une semaine d'immersion en anglais à Paris, dans ces beaux locaux. Ouais. Et ils organisent plein d'activités avec à la fois des animateurs du mairie de Paris, de la mairie de Paris, mais aussi des enseignants de l'Académie de Paris. Et c'est super de voir la collaboration. Et en une semaine, pardon de vous couper, George, en une semaine, on peut déjà voir des résultats intéressants justement avec cette immersion? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est... L'objectif de l'enseignement d'une langue, c'est vraiment la communication. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation, tout ça, ça a surtout une importance. Mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est une vraie communication où les gens puissent s'exprimer et comprendre ce que disent les autres. Et se mettre en immersion, que ce soit dans l'Académie de langue ou dans d'autres projets bilingues. Bien sûr. C'est une vraie opportunité justement de vivre la langue, de vivre la communication et de voir que ce n'est pas un exercice académique, mais ça va au-delà de là. Si on rentre un petit peu dans le... À partir de quel âge, d'abord, ça se cultive, ces compétences cognitives? Dès la naissance. C'est ça. Dès la naissance. Comment on s'y prend concrètement? Concrètement, par exemple, sur la confiance en soi, il faut arriver un petit peu à conscientiser ce que nos enfants font au quotidien et à leur montrer qu'ils apprennent tout le temps. Et donc à développer l'estime de soi. Pour développer l'estime de soi, il faut comprendre qu'on réalise des choses et qu'on a des compétences. Donc juste le fait de dire à vos enfants, par exemple, qui sont en CE2, mais regarde tout ce que tu as appris depuis que tu es né. Oui, vous conseillez de faire des listes d'ailleurs. Il faut faire des listes. Tu as appris à manger avec un couteau, une fourchette. Tu as appris à faire de la trottinette. Et là, l'enfant, en fait, ils font la liste et ils se disent waouh. Pareil, moi, je conseille de faire un tableau des apprentissages dans la chambre. Tous les mois, nos enfants, ils apprennent des choses à l'école. Donc, ils ont tout un tas de connaissances. Et bien, juste leur dire, à chaque fin de mois, est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris ce mois-ci à l'école ou dans la maison? Et donc, le noter. Donc, ça a des effets de renforcement, en quelque sorte. Voilà, parce qu'en fait, ça va être visuel. Ils vont le voir et ils vont se rendre compte qu'ils ont acquis un certain nombre de compétences. Et on a l'impression, vraiment d'un point de vue extérieur, et je suis preneuse de votre avis, que rien ne bouge sur ces problématiques. Toutes les semaines, il y a quand même des enfants qui se suicident car cyberharcelés, meurent car victimes d'arnaques honteuses ou de rencontres complètement hasardeuses en ligne, sont diagnostiqués obèses car sédentaires, accros à leur écran ou encore malades. Ça fait la une de l'actualité, Fabrice, presque tous les jours. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose contre ces plateformes ou au moins travailler sincèrement avec elles pour faire évoluer les choses pour surtout et notamment la santé de nos jeunes? Je reprends aussi par rapport à ce que vous dites, par rapport à la sédentarité. Donc en moyenne, un jeune peut passer, surtout aux États-Unis, c'est 6 heures par jour devant son écran. Et un jeune d'aujourd'hui a perdu 25% de sa capacité pulmonaire par rapport à un jeune des années 90. Donc on montre bien les dégâts de cette sédentarité. Donc voilà, quand je milite pour la suppression du smartphone et des réseaux pour les collégiens, et même avant 16 ans, c'est pour pouvoir ressortir, pour pouvoir revivre et ne pas se cacher derrière ces écrans-là. On va parler... Pardon, je vous coupe, dites-moi. Il y a eu un vrai impact sur la société. Cette image des Champs-Élysées pendant le dernier jour de l'an, où il y a des centaines de milliers de personnes, on ne veut pas une seule personne qui n'est pas avec son smartphone pour capter le moment. Pour moi, c'est un fléau, c'est un échec. Ça veut dire que toutes ces technologies qui nous ont changé notre vie, qui ont été très positives, elles ont quand même un effet très, très, très négatif sur nous et sur notre façon de bouger et de nous exprimer. Cette jeune génération, est-ce que vous les sentez un petit peu différents? Vous les sentez un peu plus ouverts sur le monde?
Oui, un peu plus ouvert sur le monde, avec forcément, malgré tout, une baisse de l'envie de méthodologie trop rébarbative, justement, comme vous le disiez à l'instant sur l'apprentissage des cours d'anglais. C'est vraiment ce qu'ils vont chercher en séjour linguistique, c'est ce côté un peu plus incitatif, beaucoup plus à tourner sur l'oral, la prise de confiance, ou alors l'apprentissage en dehors des salles de cours. C'est une tendance qui est en train de se développer, où on apprend l'anglais à l'extérieur en vivant une expérience et en ayant une autre approche. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Gouril-Lafont. Le maquillage, Julie Ordner et Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée. Ciao.